Yannick Sinner foudroie Lorenzo Musetti en quart de finale de l'US Open. Il affrontera Félix Auger-Aliassime, vainqueur du match de l'angoisse, du match de la honte face à Alex de Minaur. Oh là 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 là, ouais, là j'ai réservé 2 séances chez le psy après cette rencontre. Dans cette vidéo, en deuxième partie, mon pronostic pour les demi-finales de l'US Open, et notamment bien sûr le Djokovic-Alcaraz qui va nous régaler et qui va nous prendre pas mal de temps sur cette vidéo, pour ne rien manquer de mon débrief samedi matin aux premières heures, aux premières lueurs du jour. N'hésite pas à t'abonner juste ici, on n'est plus très loin en plus des 50 000 abonnés, on n'est plus qu'à quelques dizaines d'abonnés, donc si tu veux être ce 50 millième, n'hésite pas à claquer ton plus bel abo, et on attaque juste après ça. C'était le duel 100% italien des quarts de finale à l'US Open, et Yannick Sinner avait un message à faire passer. En gros, Lolo la musette, t'es un beau joueur, t'es bien gentil, mais je vais t'écrabouiller la tronche. 32% derrière sa deuxième balle pour le flamboyant Musetti. Vous le voyez ici, Yannick Sinner dans ses œuvres. On est à l'intérieur du court, on vient intercepter la balle de façon ultra proactive, ultra agressive, et là, avec un retour dans les pieds, Musetti ne peut rien faire. Au niveau tactique, au niveau stratégique, très intéressant cette rencontre pour voir à quel point avoir un revers à une main aujourd'hui dans la méta actuelle, c'est hyper compliqué à tenir face à des métronomes comme Yannick Sinner. Ici, par exemple, vous le voyez, on va insister dans cette diagonale du vide pour Lorenzo Musetti, qui va se prendre des pastèques à 130, 140, H24 du début à la fin de la rencontre. Et là, forcément, pour Musetti, qu'est-ce que tu fais? T'essaies de partir long de ligne? Très compliqué, avec le contrôle juste au niveau du poignet là pour essayer de la rediriger. Ah non, il va passer sous la balle et ça va nous envoyer un petit badu. Et comme face à Bublik, Musetti qui a essayé d'utiliser des stratégies alternatives plutôt que d'engager les rallyes sur la baseline, il a tenté notamment quelques amortis qui n'ont pas fonctionné. Parce que Yannick Sinner est quasiment tout le temps campé sur sa ligne de fond. Il est prêt à aller intercepter, il anticipe très bien, il lit bien les situations et il va punir Musetti dans cette séquence. Vous le voyez, ça fait 3-0, ça va bientôt faire 5-0. Yannick Sinner est extraordinaire au retour, il l'est tout autant au service, 91% de réussite derrière sa première balle, et ici, il va pas se tromper, il va envoyer une marmite, un de ses 10 aces. Côté extérieur là, assez difficile à toucher cette zone. Je crois que vous avez compris l'idée sur ce match, ça a été une démontada, 7 balles de break pour Lorenzo Musetti nonobstant, mais 6 balles de débreak. Ça c'est important à noter, il y a eu une seule balle de break pour Musetti, elle est ici dans cette séquence, et qu'est-ce que va faire Yannick Sinner? Une énorme babouinade exter en première balle sur le revers de Musetti qui va être incapable de relancer ça. Puisque Lorenzo Musetti n'a marqué que 4 jeux de plus que Alexander Bublik, j'imagine qu'on va aussi parler de non-match de la part de Lorenzo Musetti. Non, à un moment donné, il faut aussi accepter le fait que Yannick Sinner soit extraordinaire, et la pression qu'il inflige, la pression qu'il met sur ses adversaires, ça génère des doubles fautes. C'est pas simplement Bublik qui fait des doubles fautes sur des points importants, c'est aussi Lorenzo Musetti, un joueur pourtant concentré. Les balles de débreak vont intervenir sur le début du 3e set pour Musetti, mais on comprend bien que de toute façon, même si Sinner se fait débreaker, ça va tourner à la rouste cette histoire. Alors là, très intelligent je trouve Sinner, sur 2 balles de débreak, il va aller plein champ sur le coup droit de Lorenzo Musetti qui s'attend évidemment à un service sur le revers, comme il en a eu par le passé sur ce match. Et Sinner qui va enfoncer le dernier clou dans le cercueil de Lorenzo Musetti, du non-match de Lorenzo Musetti, avec ici c'est même pas un passing, c'est une défense télescopique en coup droit. T'arrives à l'écarter, et lui, il arrive à trouver ce type d'accélération. Pour que Sinner n'aille pas en finale de l'US Open, il faudrait un cataclysme. J'en ai vu des horreurs, j'ai fait le Vietnam, mais le match qu'on a vu hier soir entre Félix Auger-Aliassime et Alex de Minaur, si vous l'avez regardé du début à la fin, je vous aime, on est ensemble. Restez fort. Ce match, en réalité, c'était à qui sera le moins mauvais. Et au début, Félix Auger-Aliassime, il commence super bien son match. Il rate 3 coups droits là. Il essaye de perdre cette rencontre. Il se fait breaker par Alex de Minaur. Alex de Minaur, il se dit « Ah non, ça va pas se passer comme ça. Non, moi, je vais passer aucune première. 34% de première balle. Là, il se retrouve au filet. Malheureusement, il va réussir à sauver cette balle de break. Et alors que Alex de Minaur fait tout pour perdre, eh bien, Félix Auger-Aliassime est encore meilleur que lui là-dessus. Avec une double faute sur ce jeu. Encore un coup droit, décidément, qui sort ici. Et ça fait un set, un break. Très mauvaise réaction juste après de la part de Félix qui va réussir quelques gros coups droits. Ça c'est malheureux, il va trouver les lucarnes, il va réussir à recoller. Mais on avance, on se retrouve dans le tie-break de la deuxième manche, un tie-break essentiel sur lequel Auger-Aliassime, je sais pas ce qu'il fait ici, il va trouver un ace quasiment sur le T.
C'est une grosse erreur ça. Et tandis qu'il met sa raquette en opposition sur ce retour de service, bah, la balle qui va atterrir sur la ligne. Alors franchement, c'est pas de bol. La deuxième partie du match confirme la première partie de la rencontre, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans qui va être le plus nul, qui va réussir à rater le plus de services, le plus de coups droits, le plus d'accélération. Ici par exemple, Alex de Minaur qui va réussir une très très belle double faute et concéder break. Mais hors de question pour le Montréalais de s'imposer aisément. Non, une petite séquence break, des break, break. Et ce match, on peut le dire, a tutoyé les sommets de la finale de Roland-Garros à certains instants. Et alors qu'on se dirigeait vers un 5e set que tout le monde attendait avec beaucoup d'appétit, vous pouvez vous imaginer, on était déjà à 4 heures de souffrance presque, Félix Auger-Aliassime qui va réussir un beau slice ici pour attirer Alex de Minaur au filet, le lober ensuite, une séquence malheureuse à cet instant, fallait surtout pas faire ça. Parce que derrière on va se retrouver sur un tie-break et je pense qu'on n'était pas loin du premier match nul de l'histoire du tennis. En tout cas le match c'est clair, il était nul, avec je crois 4 doubles fautes consécutives pour entamer ce tie-break de la 4e manche. Moi j'en pouvais plus et j'ai envie de remercier les deux hommes qu'on n'ait pas eu un 5e set. Allez on reprend notre sérieux quelques instants pour la surprise Anisimova qui a écarté Iga Świątek qui marchait sur l'eau pourtant depuis le début du tournoi qui était très impressionnante en fait depuis Wimbledon. Ici on va avoir en plus un break initial du côté de la polonaise et Anisimova qui va rien lâcher et surtout qui va punir les deuxièmes balles d'Iga, 33% simplement derrière sa seconde. L'américaine qui va s'arracher en défense sur plusieurs séquences, c'est pourtant pas son fond de commerce, elle est en difficulté souvent sur les déplacements latéraux, sur la défense. Non, elle va réussir à s'arracher ici pour sauver ce jeu de service derrière un gros bois du côté d'Iga. Amanda qui va même réussir à briquer à 5-4 ici dans cette position avec de gros retours télescopiques à 20 cm de la ligne et la prise très fermée d'Iga Świątek exposée sur ce type de séquence et puis aussi de judicieuses redirections. On l'a vu être aux commandes souvent des échanges campés sur sa baseline. Nouvelle illustration ici et alors qu'Anisimova avait encore été breaké sur le début de la deuxième manche. Là, vous le voyez, en fait, Iga, elle manque un peu de souplesse, de descente au niveau de ses jambes. Pourtant, elle est capable souvent de bien descendre. Et cette prise fermée, quand la balle arrive à 10 000 et qu'elle est hyper rasante, c'est difficile de trouver le bon timing. Elle va extraire une faute directe et réussir, un petit peu douloureusement d'ailleurs, à boucler cette partie et à prendre sa revanche sur la finale de Wimbledon. Allez, c'est l'heure du coin prono, les demi-finales de l'US Open ce vendredi. Elles opposeront à 21h heure française, donc 15h heure locale, Novak Djokovic face à Carlos Alcaraz et Yannick Sinner face à Félix Auger-Aliassime. Cette séquence t'est proposée en partenariat avec Winamax. Tu as un lien dans la description, en commentaire épinglé également. Tu as jusqu'à 100 € de cash remboursé pour ton premier pari. Il y a également le code SV10 actif. L'offre, elle est réservée aux grands garçons. J'évoquais avec vous justement l'heure de ce Djokovic-Alcaraz, et pour moi elle est très importante. On sera en plein milieu de l'après-midi, c'est à l'avantage de Carlos Alcaraz, très clairement. Il fera 27-28 degrés à ce moment-là. On observe les oppositions entre les deux hommes, et c'est Novak Djokovic qui mène dans ces oppositions. Il mène 5-3, plus précisément, il mène 2-0 sur dur, avec une victoire à Cincinnati, vous le voyez, et une victoire aussi en début de saison à l'Open d'Australie. Leur seule opposition d'ailleurs cette saison est 3-0 sur dur. Si on ajoute la démontada en indoor, c'était au Masters en 2023. Alors la cote, vous le voyez, elle est largement en faveur de Carlos Alcaraz et on va essayer d'analyser pourquoi. Déjà, pour commencer cette analyse, c'est un match-up qui est globalement maîtrisé par Novak Djokovic qui dispose de plusieurs ressources à sa disposition pour embêter Carlitos. Djokovic qui est un génie absolu pour dégrader les niveaux adverses, surtout de la part de joueurs flamboyants qui ont besoin de générer du spectacle, typiquement comme Carlos Alcaraz. Et on aura aussi ce souvenir du début de saison de l'Open d'Australie qui va nous accompagner, où Novak Djokovic avait été ultra agressif à partir de la deuxième manche en étant blessé. Et Alcaraz de son côté qui avait fait montre d'une certaine forme d'immaturité, je trouve, sur cette partie. Et c'est justement la première clé de compréhension de ce match, la stabilité émotionnelle. Alcaraz est sur un nuage depuis le début du tournoi. Je pense que c'est son meilleur niveau de jeu en carrière sur l'intégralité d'un grand chelem. En arrivant là comme ça sur une demi-finale, quasiment aucun trou d'air lors de cette rencontre. On l'a vu pourtant sur le troisième set, vous avez remarqué aussi, il était un peu énervé, un peu frustré contre les HK. Il voulait en terminer le plus vite possible, s'économiser, économiser ses forces
pour les 2 derniers tours. Puis aussi, il a matérialisé, même s'il a dit, hein, j'essaie de pas y penser, la place de numéro 1 mondial. S'il remporte le tournoi, il redevient numéro 1 mondial 2 ans après. Pour Djokovic, il sera impératif de détricoter cette machine Carlitos, de l'amener dans un combat debout, de le surprendre, de le piquer avec de très grosses accélérations, s'inspirer de ce qu'il a pu proposer à l'Open d'Australie en début de saison. On sent hein, que Novak, il est inspiré par Carlos Alcaraz. C'est un joueur qui fait ressortir le meilleur de lui. Parmi les meilleures performances de Novak Djokovic ces 2-3 dernières saisons, c'est contre Carlos Alcaraz, je trouve. Alors pas la finale de Wimbledon 2024, mais sur plein de matchs, on sent Novak qui se galvanise face à Carlitos. Le tennis, c'est un sport de match-up, c'est un sport d'opposition. On réagit par rapport à ce que l'adversaire est en train de formuler en face au niveau de son tennis. Mais comment est-ce que Novak peut installer le doute dans le cerveau d'un Carlitos qui semble voler depuis le début du tournoi? Ça, c'est une immense question. A priori, si c'est le Alcaraz qu'on a vu sur ses 5 premiers matchs, Djokovic, il prend 3 ou 4 sets. Là, il y a un niveau de jeu qui est beaucoup trop élevé à tanker pour Novak Djokovic. La deuxième clé, c'est le service et le retour. Alors, pour moi, c'est un peu l'idée du first strike qui va frapper en premier à l'échange. Ce sera très important. Djokovic qui avait, on le rappelle, tétanisé Alcaraz avec un plan de jeu très agressif à l'Open d'Australie. Alcaraz qui peut pas se faire surprendre par, si ça arrive, des petites pauses, des douleurs, des MTO, des trucs comme ça. Non, là, c'est plus possible. Ça, faut arrêter. C'est impossible. Il s'était fait prendre en finale de Cincinnati avec un Novak Djokovic complètement mourant. Il s'est fait prendre aussi là, en début de saison à l'Open d'Australie. Tu peux pas te permettre. Non. Là, t'as 22 ans, c'est l'âge de la maturité. Il faut être résistant par rapport à ce type de choses, si évidemment ça arrive. On va parler du service de Carlos Alcaraz qui est en très nette amélioration. Le revers aussi très compact qui lui permet au niveau du retour d'être très agressif et aussi de pouvoir dégainer des accélérations longue ligne avec son revers. Alcaraz qui va devoir aussi bombarder la seconde de Novak Djokovic, prouver qu'il est un relanceur ultra élite, ce qu'il est. Parce que cette seconde de Djokovic, elle est parfois poussée, elle est parfois claquée, il aime jouer de ce côté surprenant. Je pense qu'il s'est un petit peu inspiré de ce qu'il avait vu de la part de Daniil Medvedev à l'US Open en 2021. Et ce qui est sûr, c'est que Djokovic, il saura exploiter un jour un peu mid côté service pour Carlos Alcaraz. Ça arrive encore. C'était pas le cas en finale de Wimbledon 2024 par exemple, mais c'était le cas en finale de Wimbledon 2025 contre Yannick Sinner. Et je suis très curieux de voir les positions au retour de Carlos Alcaraz. Qu'est-ce qu'il va choisir? Est-ce qu'il va camper sur sa ligne derrière la seconde? Est-ce que parfois il va se décrocher pour se donner plus de temps pour envoyer un énorme coup droit avec du volume? En parlant de volume, on va parler du physique, et c'est la troisième clé de compréhension. La composante physique va être essentielle. Comment Djokovic peut lutter si les échanges s'étirent, si on en a 5, 10, 15, 20, si ça va en 4-7, si ça va en 5-7, le territoire absolu de Carlos Alcaraz, quasiment imbattable sur le format en 5-7. Et pour Alcaraz, et ça il faut le dire, ce serait un énorme camouflet de perdre contre Novak Djokovic ultra post-prime à 38 ans, alors que tu as toi 22 ans, que tu es un futur top 10 all-time, que tu es mené en plus déjà dans les oppositions 5-3. Non, il faut recoller à 5-4. Il faut prouver que tu peux aller battre ce gars-là à un âge où, logiquement, il doit plus vraiment être une concurrence, surtout sur un format en 3-7 gagnant, et surtout aussi que Sinner le mange au petit déjeuner avec du lait d'avoine. Quelques micro-alertes physiques en plus pour Novak Djokovic sur ce tournoi. On l'a vu se faire traiter sur les premiers tours. Et je vois Djokovic essayer de rentrer pied au plancher dans ce match. Il n'a pas le choix. Faut pas que ça dure 4 heures, 4h30, 5 heures. À moins que ce soit un cyborg, le type qui soit invincible, indestructible, Terminator. Djokovic qui a bien lissé son effort sur le tournoi, qui arrive, je trouve, un peu plus frais que d'habitude là sur cette demi-finale. Et du côté de Carlos Alcaraz, c'est le 66e match déjà. On est fin US Open. Est-ce que ça va pas commencer à couiner un tout petit peu? Une fois qu'on a dit tout ça, pour moi, le rapport de force, c'est Alcaraz 62, Novak Djokovic 38, et je vois une victoire de Carlitos en 4 ou 5-7 sur ce match. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ce pronostic dans les commentaires. On va aller en express par contre sur le Félix Auger-Aliassime contre Yannick Sinner. Il y a 2-1 dans les oppositions, mais on sort d'une démontada à Cincinnati 0-2. Quelle version de Félix Auger-Aliassime on va avoir? Est-ce que c'est cette version tétanisée, juste un peu plus courageuse que Alex de Minaur en quart de finale, dans un match ignoble
Ou alors est-ce que c'est la version qu'on avait vue auparavant, et notamment contre Zverev, très agressif, très proactif, avec des balles qui restent dans le cours. Mais là je vous le dis, on va même pas faire semblant, regardez la cote, si c'est pas un 3-0 pour Yannick Sinner, c'est une gigantesque surprise. Si Félix prend un set à ce Sinner-là, c'est monumental. On se retrouve samedi matin pour débriefer ces demi-finales avec un pronostic aussi pour la finale de l'US Open. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi et mange des pommes.